Bonjour, ici Juliane Fizette. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. Un mélange de glucides naturels simples et complexes pour éviter les chutes de sucre, des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène, et finalement, un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez retrouver tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des calculs mathématiques dans sa tête pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 188e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Je dis ça à chaque fois, mais c'est tout le temps vrai parce que chaque invité qui vient à Pas sorti du bois, je suis content de l'accueillir. Il y a toujours des sujets que j'ai hâte de discuter. Puis aujourd'hui, j'étais avec une coureuse et une biologiste que vous avez peut-être entendu parce qu'elle a remporté une racine d'or cette année. Juliane Fizette, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci pour l'invitation. Ça me fait Écoute, on s'est parlé à Valmorin pendant la Racine d'Or, juste après, puis depuis qu'on s'était croisés dans les Chic Chocs, je m'étais dit, OK, faut trouver une manière, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant. Vous savez, les auditeurs, j'aime ça, accueillir des invités, jaser de parcours de trail, jaser de course, mais quand il y a des sujets professionnels qui sont qui peuvent être discutés avec l'invité, quand c'est des sujets un peu différents que j'ai jamais abordé au podcast, je suis toujours content. Il y a 2 semaines avec Isabelle Bellard, une Québécoise en Asie, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais jasé en 180 épisodes. Là, dans ce cas-ci, la biologie, je sais pas si j'ai déjà reçu une ou un biologiste au podcast, mais c'est la première fois en tout cas qu'on va en parler parce que je vais avoir plein de questions là-dessus. Donc, tout ça pour dire, Juliane, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup. Ça me fait full plaisir d'être ici. Tu le sais, la première question, la plus importante, c'est toujours la même. Juliane, qu'est-ce que tu bois? Moi, je suis allée vers une bière sûre au melon d'eau de l'Octan, qui est une microbrasserie à Rimouski. Moi, je suis à Oh, Rimouski, donc c'est concept. très fort. Fait que t'es allé avec un achat local. On encourage une place du coin. C'est quoi le nom de la microbrasserie? L'Octan. Là, que tant, je connaissais pas. Très cool. C'est super. Tu m'en as donné des nouvelles. Je suis comme dans la même thématique sans qu'on se soit parlé. Moi, c'est une sûre au cassis d'une microbrasserie locale, mais de mon côté, je suis à Québec. Puis depuis plus d'1 an, le partenaire, c'est Noctem. Fait que sans se parler, on est en mode sûre ce soir. Donc, Juliane, cheers. Cheers! Donc, tu le disais, t'es à Rimouski. T'étudies là-bas. Est-ce que tu viens de là? Tu viens de ce coin-là du Québec? Non, en fait, moi, je viens de Gatineau. Quand j'étais jeune, j'habitais là. Puis assez rapidement, j'ai déménagé à Val-David. OK. Et pour moi, le festival de la Racine d'Or, c'était comme un peu un retour à mes racines. Très fort. Un jeu de mots. Ça commence fort, tu mets la barre haute, là. Première réponse, tu fais déjà un jeu de mots. Nous, on est comme, les attentes sont là pour le reste de l'entrevue, là. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. J'adore. OK, c'est cool. Mais moi, là, je suis à Rimouski pour mes études. Fait que je termine un baccalauréat en biologie, plus axé un peu écologie végétale. OK. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai eu comme pendant mon bac l'opportunité de participer à plusieurs projets de recherche, euh, tout par rapport au Chic Choc, en fait, à la fleur des Chic Chocs. Il y a comme un lien là, pas juste par rapport au trail, parce que tu as couru beaucoup dans les Chic Chocs. Je pense autant en course organisée que peut-être pour le plaisir de les découvrir, mais en plus, il y a un côté professionnel avec tes études. Fait que il y a un attachement fort à ces montagnes-là. Ouais, exact. À la base, j'étais là-bas pour la biologie, mais là, j'ai comme tout transféré ma pratique sportive dans ces montagnes-là, puis c'est devenu comme
mon terrain de jeu officiel. J'adore. Ben écoute, parlons de ça, de ton parcours sportif. Donc, la course, comment c'est arrivé dans ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au sentier? Ok, je dirais que mon parcours sportif, il est pas tant funky, là, c'est quand même du déjà vu, à part peut-être que j'ai quand même commencé le trail assez jeune. Là, j'ai 22 ans, puis j'ai quand même fait déjà quelques courses en trail. Mais mettons, si je retourne à mon enfance, moi, je viens vraiment plus du monde de la natation. Fait que je nageais dans un club de compétition quand j'étais au primaire. Puis malgré comme tous mes entraînements, j'ai jamais tant réussi à performer dans ce sport-là. Je pense que j'ai comme eu un déclic à un certain point que j'étais peut-être une personne plus terrestre qu'aquatique. OK. Ouais, parce que en fait, j'ai participé à mes premiers championnats de cross-country régionaux quand j'étais au primaire. Puis ça se passait super bien, là. Surtout, j'aimais ça, en fait. Puis je faisais quand même des bons chronos. Puis je participais aussi à chaque année aux championnats provinciaux. Donc, c'est ça. Ça m'a amené à un peu remettre en question mes choix de sport. Puis OK. j'ai fini par arrêter la natation quand je suis rentrée au secondaire. Puis là, je me suis essayée dans plein de sports différents. J'ai fait du karaté, de l'escalade, du volleyball. Je faisais aussi quand même beaucoup de plein air avec mes parents. Mais c'est ça. Sinon, j'allais quand même jogger le matin avant d'aller dans mes cours. OK. Je pense que c'est quand même pas tant commun des adolescentes qui courent juste de même pour le fun sans se faire forcer par leur professeur d'éducation physique. Non, c'est ça, j'allais dire. Ça semble le parcours de bien des gens qui écoutent de aller courir le matin, mais c'est rare que les gens le faisaient à l'adolescence. En tout cas, moi, je sais, je pratiquais plein de sports, puis jamais ça me serait venu à l'idée. Te rappelles-tu la première fois qu'un matin, tu t'es dit pourquoi pas aller courir ce matin? Honnêtement, je m'en rappelle plus vraiment. Mais je me rappelle que comme tout le monde me disait comme voyons pourquoi tu fais ça puis j'étais comme toujours étiquetée un peu comme la fille qui aime vraiment trop courir là, comme vraiment trop Fait que c'est devenu rapidement un mode de vie, dans le sens où quand c'est une habitude qu'on prend, qu'on fait quasiment tous les jours, qu'on intègre dans notre horaire, dans le cas à l'adolescence, comme tu dis, de se lever plus tôt pour aller courir, nécessairement c'est comme devenu une partie de toi, là. Ouais, exact. Puis en plus, j'y allais souvent en trail quand j'habitais à Val-David parce que mon père commençait à m'accompagner aussi sur les sentiers. Puis lui, il refusait de courir sur route. Puis moi, je voulais pas y aller toute seule. Fait que j'étais tout le temps contente d'y aller en trail parce que j'avais quelqu'un pour venir courir avec moi, là. Ok, c'est cool. Tu disais que avec tes parents, vous faisiez de la randonnée, vous faisiez du plein air. Bon, on y reviendra à tes choix professionnels qui t'ont mené à étudier en biologie, mais la nature, ça a-tu comme toujours fait partie un peu de ton champ d'intérêt? C'est un endroit où tu t'es toujours senti bien? Ouais, exact. C'est ça. On faisait vraiment beaucoup d'expéditions, de canot, de kayak, beaucoup d'escalade aussi. Mes parents, c'est des grimpeurs. Puis ma mère était biologiste, mon père géographe. Fait que veux pas, je les ai quand même accompagnés une couple de fois sur le terrain. Je suppose qu'une randonnée avec des parents qui sont biologistes et géographes, il doit avoir une passation de savoir, il doit avoir de quoi d'intéressant. J'aimerais ça, moi, être un petit oiseau puis entendre ce qui peut se dire quand c'est des gens qui connaissent extrêmement bien ces milieux-là. Ça doit vraiment être intéressant. Ouais, exact. J'ai baigné là-dedans vraiment jeune. Fait qu'on identifiait des plantes, on cherchait des bébites. Mon père nous expliquait les formations rocheuses. Puis après ça, on répétait ça à l'école. On était comme, ah, wow, beau bloc erratique. Fait que jogger avant d'aller à ses cours, parler de blocs erratiques dans ses cours, je suppose que y avait déjà quelque chose de spécial dans le sens où c'est différent de ce qu'on entend habituellement, puis il y avait une graine qui était semée là, sans vouloir faire, c'est à mon tour de faire un jeu de mots, mais il y avait quand même quelque chose qui était là dès le secondaire. Cet intérêt-là, il était déjà fort. Ouais, c'est ça. Puis après ça, quand je suis rentrée au cégep, ben ça m'a vraiment... Cette germe-là a germé. Et On dirait qu'on s'était dit avant, là, Juliane, on fait un concours. Celui de nous deux qui fait le plus de jeux de mots avec les plantes remporte une racine d'or de plus. J'en ai ici qui traînent, hein, si vous avez... By the way, je passe le message à tout le monde. Si vous avez déjà gagné une racine d'or, vous n'avez pas votre trophée. Ils sont dans mon sous-sol ici. Puis si vous les réclamez pas, je vais les donner à Juliane parce qu'elle va réussir à faire plus de jeux de mots que moi, là. Non, blague, on s'est écarté. On disait, c'est ça, cet intérêt-là, quand t'es rentré au cégep, ça s'est juste poursuivi. ouais, exact. Je me suis inscrite au cross-country collégial. Puis là, c'était super intense. On faisait comme des gros blocs d'entraînement, des intervalles comme j'avais jamais fait avant. Je tripais, mais là, il y a la pandémie
qui s'en est mêlé. Fait que là, ça a juste duré pendant 1 an à peu près que j'ai pu m'entraîner comme ça. Puis en même temps que la pandémie est arrivée, moi j'ai eu une fracture de stress. Donc il a fallu que comme je coupe dans la course. Ouais. Il y a probablement comme par manque de connaissances, je connaissais rien de la quantification du stress mécanique. Tu sais, moi j'étais tout le temps à bloc. J'avais aucune notion de comme alimentation sportive ou quoi que ce soit. Donc c'est ça. Pendant la pandémie, ça a vraiment été de remettre en perspective un peu ma pratique sportive, de recommencer tranquillement à jogger, de comme m'essayer à d'autres sports. J'ai fait vraiment beaucoup d'escalade de bloc à ce moment-là. OK. Il y avait comme pas d'impact à part quand je tombais, là, mais... Ouais. C'est sûr que j'avoue comparé à la course, tu disais tu sais, au secondaire, c'était un peu devenu un mode de vie, c'était quelque chose que tu faisais tous les jours, mais un peu au feeling, en sentier avec ton père. Là, après ça, on tombe dans un mode plus compétitif, un entraînement plus structuré avec le cross-country. Maintenant, si tu regardes ta pratique, la course aujourd'hui, de quel côté ça penche plus entre les deux? Euh, je dirais que euh, c'est vraiment une pratique qui est plus le fun qu'au cégep, comme vraiment moins axée au jour le jour comme compétition. Je suis moins à bloc dans tous mes entraînements. Puis je pense que j'ai vraiment beaucoup appris depuis mes années de cégep, mais je pense pas qu'il y a encore, je pense pas que je mets en pratique encore tous mes apprentissages, dans le sens où je fais encore des erreurs. Je suis pas tout le temps dans ma zone 1 quand il faut. Euh, ouais, voilà. Ouais, je comprends, mais c'est sûr que courir dans sa zone 1, c'est difficile. On pense que c'est les entraînements à haute intensité qui sont difficiles. Oui, ça l'est, mais courir une vraie zone 1, c'est vraiment un défi. Puis c'est drôle, récemment, mon voisin à côté, il me voit partir courir tous les jours, 2-3 fois par jour quand je commute. Puis à un moment donné, il m'écrit sur Facebook, il fait « Toi, tu cours pas mal? » Je fais « Ouais, un peu. » Il dit « Je fais plein d'autres sports, mais j'ai comme le goût de commencer la course. On va te courir ensemble un moment donné, puis tu me parles un peu de théorie. » Puis je me sentais tellement cordonnier mal chaussé parce que je suis zéro un coach, mais j'ai expliqué un peu les zones, puis comment identifier ces zones. Tu sais, au-delà du rythme cardiaque, tu peux le faire comme ça, mais tu peux aussi essayer de faire du nose breathing ou essayer de parler en courant. Des fois, c'est un bon indicateur pour quelqu'un qui commence, tu sais, qui fait son premier kilomètre de course. Des fois, les gens partent super vite, puis je disais tout ça, puis on dirait que je m'écoutais parler, je me dis, il faudrait que tu mettes en application ce que tu donnes comme truc à ton voisin qui commence la course parce que c'est le fun d'aller un peu plus vite, puis une vraie zone 1, c'est dur à identifier. Toi, tu dis que tu le fais pas toujours. C'est Ouais, quoi? c'est ça. Maintenant, j'ai un coach, puis c'est lui qui m'a fait découvrir cette zone-là parce qu'avant, c'était comme quelque chose de mythique et abstrait à mes yeux. Je pense que j'avais jamais couru de toute ma vie dans ma zone 1 avant d'avoir un coach, genre tout récemment, là. OK. Euh, Puis ça a changé ma vie, pour vrai, là, comme le fait de courir plus lentement a fait que dans mes courses, j'ai réussi à aller tellement plus rapidement, tellement moins de blessures aussi, là. Pour vrai, je recommande à tout le monde une petite visite dans la zone 1. Ça fait du bien. Une petite ou une longue visite parce que Une normalement, on est supposé passer beaucoup de temps dans cette zone-là. Puis, moi, on dirait que le trail a aidé beaucoup à la trouver puis à être bien dedans puis à vraiment s'amuser dedans, même si j'ai des fois de la misère puis je pense que je suis plus en deux qu'en un. Ça reste que le côté explorer, le côté chercher le sommet, s'arrêter, regarder. Tu sais, on s'entend que si t'es à bloc en zone 3 dans une montée puis il y a une vue, tu ne l'apprécies pas autant que si tu fais ton petit jog relax en montant ou même si tu marches pour apprécier ça. Mais c'est sûr que c'est difficile, c'est un apprentissage à long terme. Ouais, c'est sûr qu'entre elles, moi aussi, j'ai vraiment plus de facilité que sur route, là. Il y a tellement de plantes, tellement d'oiseaux à écouter, là. J'avoue. C'est sûr qu'en plus, quand on étudie là-dedans, quand on a ces connaissances-là, toi, partir courir dans le bois, c'est pas juste un échappatoire pour le bien-être du corps et de la tête, c'est aussi d'aller dans ton terrain de jeu préféré d'un point de vue professionnel, là. Ouais, ben justement, parlant de ça, j'avais une partenaire de terrain l'été passé en Gaspésie avec qui on a inventé une discipline très, très sérieuse qui s'appelle le fast sampling. Le Que je peux fast traduire sampling, ouais, OK? je peux traduire ça par échantillonnage rapide. OK. Mais ça consistait justement, comme tu dis, à genre jumeler travail et course. Fait qu'on mettait tout notre matériel de terrain dans notre petit sac de course, puis on se montait en haut de la montagne le matin à toute vitesse en courant. On faisait nos placettes, on se redescendait. Puis souvent, tu sais, on avait fini de faire tous nos échantillons
dans l'avant-midi, fait qu'on avait comme l'après-midi pour relaxer. Ben, c'est un peu comme Antoine Moses que j'avais reçu au podcast, qui est un planteur d'arbres, qui maintenant a le record Guinness du plus d'arbres plantés en 24 heures, mais c'est un peu ça, le gars, il fait des ultramarathons, il court, il a comme intégré à sa pratique du plantage d'arbres sa vitesse de course qui a fait qu'il est devenu extrêmement rapide, mais j'aime ça, le fast sampling, c'est comme du fast packing, mais en mode utile, c'est vraiment trippant. Mhm. Ouais, l'expression vient de là. OK, fait que là, vous avez mis ça en place. Est-ce qu'il y a une fédération officielle? Est-ce qu'il y a des compétitions qui s'en viennent? Ben, à date, on est deux. OK, ben ça veut dire que vous êtes coach championne du monde? Ouais, j'aimerais ça me faire appeler comme ça à partir de maintenant. Parfait, on va le mettre. Tu sais, moi, dans l'épisode, j'ai toujours les petits visuels qui parlent un peu de de vos expériences de course. Je pense que je vais devoir le mettre là, puis ça sèmera la graine dans la tête des gens de « Oh, ça m'intéresse cet épisode-là, ça a l'air spécial, une co-championne du monde de fast sampling. » Ben oui. Inventrice en plus, donc c'était intéressant. Tu disais tantôt, ton père est géographe, ta mère est biologiste. Toi, quand il est venu le temps de choisir domaine d'études, est-ce que tu as hésité entre ces deux domaines-là ou c'était clair pour toi que la biologie, c'était ta route? Ben, pour commencer, moi, je m'étais inscrite en biologie marine à Rimouski parce que c'était comme la spécialité. Puis, je pense que j'avais pas encore compris ma leçon, que j'étais pas une personne aquatique. Fait que finalement, j'ai abandonné le côté marin de la biologie. OK. J'ai décidé à la place de faire de la biogéographie. Donc OK. là, j'ai même pas eu à choisir, en fait. Je fais de la géographie puis de la biologie, les deux en un. Fait que ma C'est un, maîtrise prog- a été là-dessus aussi. c'est un programme, le baccalauréat que tu fais est vraiment dans ces deux domaines-là? Non, le baccalauréat que je finis, c'est juste biologie. Là, OK. comme j'ai abandonné le côté marin, là, il me restait juste comme biologie générale. Mais j'ai comme pu axer mes cours. Dans mes choix de cours, j'ai choisi des trucs aussi en géographie. Puis après ça, à la maîtrise, je vais être inscrite en biologie, mais mon projet, c'est officiellement de la biogéographie. Fait que c'est comme un peu essayer d'expliquer les assemblages végétaux par des facteurs plus géographiques. OK. Ouais. Je vais te Fait poser une que, question bien, bien large pour quelqu'un qui a ni étudié dans l'un ou dans l'autre. C'est quoi ta chose préférée de la biologie? Puis c'est quoi ta chose préférée de la géographie? euh, de la biologie, je dirais que c'est euh, comprendre mes écosystèmes, comprendre comme le dynamisme, en fait, du milieu dans lequel je me trouve. Fait que quand j'arrive en trail en haut d'une montagne puis que je vois un paysage, je suis comme capable de lire ce paysage-là un peu. Tu sais, je suis OK? capable de voir, admettons, s'il y a une patch d'arbres plus jeune, je suis comme, ah, là-bas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une perturbation qui a fait que, comme, maintenant, c'est des arbres qui sont plus jeunes. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'adore de la biologie, d'être capable de lire les écosystèmes. Du côté de la géographie, euh, j'aime vraiment tout ce qui est plus la dynamique avec les glaciations puis tout. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment relié. Fait que j'ai de la misère à les expliquer séparément. Mais euh, tous les facteurs de dynamisme un peu liés à la géographie. Fait que les éboulements, la glace, la cryoturbation aussi, il y a ça en haut du mont Jacques-Cartier, là. C'est comme le fait que les roches en haut se font comme brasser à cause des cycles de gel-dégel. Fait OK. que, ouais, toutes les perturbations comme ça. Fait que toi, tu sais, on dit souvent que quand on court en sentier, bon, ça occupe la tête beaucoup plus que courir sur route, parce qu'on est là à analyser les roches, les racines, par où on va passer, tout ça. Ça occupe le cerveau. On fait 2 heures de course, on regarde, puis on fait, hey, il me semble que ça a passé en 10 minutes. Mais là, toi, ton cerveau doit être en ébullition parce que t'as tous ces facteurs-là de la course, mais en plus, t'as l'analyse en continu de par ton parcours professionnel, là. Ouais, heureusement, je suis quand même capable de le mettre à off. OK, tu me rassures. Ouais, je suis pas si intense que ça. Mais ça dépend des fois où je vais courir. Il y a des fois où je suis vraiment comme focus. C'est comme toutes les plantes que je vois, je suis comme, ah, toi, allô, telle plante, allô, telle espèce. Puis je vais comme toutes les nommer dans ma tête. Puis il y a d'autres moments où c'est juste, j'ai des trucs plus internes à gérer. Puis je vais être capable de faire le switch, de passer à moi-même.
Ok, t'es garde, ça me rassure. Mais j'avoue que quand on est en compétition, quand t'es en train de faire l'Ultra Trail Chic Choc, t'es au sommet du Mont Albert, il te reste une descente avant de te rendre à la fin, puis peut-être remporter la course. Je pense que t'as moins le temps d'arrêter puis d'observer les patchs d'arbres plus jeunes. Ouais. Bifurquons en course, puis on reviendra à la biologie parce que j'ai plein d'autres questions, mais à quel moment c'est passé de un mode de vie, un sport que tu pratiquais pour le fun, à je vais m'inscrire à une course, je vais mettre un dossard, puis je vais aller compétitionner? Euh, En commençant l'université, on dirait que ça me manquait un peu cet aspect-là de compétition, là, tu sais, ça me démangeait là, dans les mollets. Puis il n'y avait pas d'équipe de cross-country ni d'athlétisme à Rimouski, il n'y en a toujours pas. Donc j'ai décidé de m'inscrire à l'UTCC. J'étais comme, de toute manière, je vais être sur place. J'ai un été à ramasser des données là-bas. Je vais conclure mon été avec une finale flamboyante. Je vais faire le 45 km, qui était une distance dont je m'étais jamais approchée auparavant. Donc là, je m'étais entraînée un peu plus fort pour le 45 pendant l'été. J'y allais comme les matins, les soirs, des fois en revenant de terrain quand j'étais très motivée. Puis c'est ça. Ça s'était quand même bien passé. Ben, je pense que j'avais fait bien, mais je peux pas dire que ça s'était si bien passé que ça. En tout cas, on pourra en reparler, là. Ben, plongeons là-dedans. Tu sais, à ce moment-là, est-ce que c'était une distance, je veux dire 45 kilos comme première course de trail? Y avait-tu eu un certain build-up jusqu'à ça? Est-ce que tu avais participé à d'autres courses ou tu t'es vraiment lancé dans cette distance ultra-là en partant? Le plus long que j'avais couru, c'était 20 km. OK. Donc, j'étais même pas sûre de le terminer, là. Pour vrai, c'était big dans ma tête. Ouais, ben ça l'est. Tu sais, pour l'autre fois, je voyais, je sais pas à quel point c'était des données scientifiques, mais il parlait des 5 accomplissements olympiques les plus difficiles pour le commun des mortels. Tu sais, sur 100% des êtres humains sur Terre, combien pourraient réussir à compléter ces épreuves-là, puis c'était pas une question de performance. Puis le numéro 1, c'était le marathon. Tu sais, c'était l'affaire la plus inatteignable dans tous les sports olympiques, dans le sens que tout le monde peut lancer un marteau. Après ça, tu peux pas le lancer à la distance des Olympiens, mais c'est un sport qui, à un moment donné, le faire, mais le marathon, cette distance-là, c'est 0,01% de la population qui peut le faire. C'est déjà énorme, mais là, toi, tu t'es dit, j'ai déjà fait 20 kilos, let's go, 45 dans les chic-chocs. Ouais. Puis comme je passais l'été à marcher, je m'étais dit que j'avais quand même un bon volume dans les jambes, puis que ça pourrait le faire. Mais j'avais quand même pas compris d'emblée le concept d'un ultra-marathon. Tu sais, dans ma tête, là, on était parti sur la trail pour la journée. Fait que, tu sais, il fallait comme que je m'arrête pour dîner comme je le faisais quand je partais sur le terrain pour la journée complète. Fallait que, genre, je fasse des pauses pour aller à la toilette, tranquille, tu sais. Fait que moi, au ravito, je m'arrêtais pour comme 5 minutes, voire 10, 15 minutes à chaque fois, même si c'était juste un 45. Je prenais le temps de snacker, faire la file pour aller aux toilettes. Genre, j'étais vraiment tranquille. OK. Puis quand je voyais les gens au ravito qui se dépêchaient, on dirait que je comprenais pas. J'étais comme, mais la gang, j'en ai là pour la journée, calmez-vous. C'est comme, c'est pas les 5 minutes qui va changer quoi que ce soit. Là, on est là pour 7, 8 heures, je sais pas. Mais c'est ça. Ça, j'avais pas compris ça, qui est comme, tu sais, les gens, ils raceaient, là. Tu l'as compris sur le terrain en le faisant. Ouais. En termes Ouais. de préparation, avec du recul, dirais-tu que t'avais une préparation optimale? T'avais-tu fait les bonnes affaires? Ouais, je pense que ouais, pour vrai. Puis à ce C'était moment-là, comment tu t'informais? Tu disais que t'avais pas de coach et tout. Comment t'avais préparé cet été-là? euh, au feeling. Ah ouais, ok. Ouais. C'était vraiment décousu, là, comme souvent, j'allais courir à jeun le matin avant de partir sur le terrain. On décollait du camp à peu près vers 7 heures, fait qu'il fallait que vers 6h45, je sois revenue, mettons, là. Fait qu'il fallait quand même que je me lève tôt. Puis surtout que le soir aussi, j'étais comme trop fatiguée pour y aller, là. Après une journée de terrain dans le corps, t'as pas le goût de ressortir. Fait que c'était comme juste les matins, du jogging une fois de temps en temps. Euh, des fois, j'avais des amis qui venaient dans le parc, puis là, j'allais courir avec eux. Je prenais une journée off, mettons, pour faire ça. Mais ça ressemblait à ça, ma préparation. J'avais vraiment pas calculé non plus comme qu'il fallait que je m'apporte de la nourriture parce qu'il y avait juste un ravito à chaque 20 km. Aussi pour l'eau, j'avais comme pas apporté de filtre ni de petite pastille d'hydratation, là. Fait que j'ai été pognée pour boire dans les ruisseaux pendant la majorité de la course, puis j'ai eu un virus à la suite de ça. Ah ouais, ok.
Donc, ça s'était quand même pas si bien passé que ça au final. Le après a été pénible. Ouais, quand même. Mais c'est sûr que c'est une course Ultra Trail des Chic-Chocs qui est très reculée, tu sais, donc le nombre de ravitaux et tout, bon, faut être capable d'être un peu plus autonome, puis c'est un bon truc pour les gens qui écoutent, qui se préparent, peu importe la distance de cet événement-là. Le filtre est quand même très pratique. Cette course-là, là, le 45, est extrêmement difficile, mais toi, t'avais passé l'été, je comprends, à t'entraîner dans les Chic-Chocs, dans la région. Donc, ce qui peut être des immenses montagnes, des terrains très techniques pour les gens qui se déplacent pour venir la faire, ça devient une surprise. Toi, ce côté-là, t'étais en terrain inconnu, il n'y avait rien là-dedans qui était nouveau finalement. Exact, exact. Je connaissais vraiment le parcours, chaque virage, chaque roche. Je savais vraiment comment aborder le terrain. Puis je pense qu'en descente, ça m'a full avantagé parce que je faisais juste me laisser tomber, puis ça descendait tout seul, là. Je suis Ouais. devenue à l'aise dans du technique. Mettons, le matin qu'on est parti aussi, c'était comme partir avant une journée de terrain, tu sais, c'était presque la même heure. On est peut-être parti un peu plus tôt, là, mais c'est ça, ça ressemblait. C'était les mêmes choses que je me disais dans ma tête. Tu sais, je disais bon matin à toutes les plantes, à cause qu'on est les seules créatures debout à cette heure-là, les seules. J'adore. Puis, bon, on va le dire, ça s'était quand même bien passé. Tu avais remporté la course avec un chrono de 6h56. Est-ce que pendant la course, tu as retrouvé ce petit côté-là compétitif que tu pouvais avoir en cross-country, que tu avais le goût un peu de revivre en te mettant au trail à l'université? Ouais, vraiment, là. Mais j'ai quand même vu que c'était pas le mood de tout le monde non plus, tu sais. Entre elles, c'est vraiment plus par rapport au dépassement de soi. J'ai l'impression qu'en cross-country, qui est vraiment plus compétitif. Mhm. Mais il y a quand même un certain peloton de personnes qui sont vraiment là pour la performance. Fait que j'ai l'impression de pas trop détonner, admettons, à essayer de courir le plus vite possible dans une course comme ça. Mais voilà. Ouais, je comprends. Mais est-ce qu'il y a comme une switch qui se met à on ton côté compétitif? Parce que je t'écoute parler de tes entraînements, je t'écoute parler de le matin, je vais faire mon jogging, puis je dis salut aux plantes. Tu sais, on est les deux seules créatures vivantes en ce moment. Tu sais, t'as une approche très organique, très dans le plaisir, très dans le moment. Mais là, t'as un dossard sur toi, il y a un coup de départ. Est-ce que tu sens qu'il y a comme un changement qui se fait, puis là, tu tombes en mode compétitif? Ah ouais, définitivement. J'ai OK. vraiment ce mode-là compétitif aussi, là. Comme pas juste dans les sports, là, dans toutes les sphères de ma vie, mais Ah dans les jeux ouais. vidéo aussi, là. Toi, on joue à un jeu de société ensemble. Si tu perds, tu le prends personnel, là. Maintenant, je suis capable de me gérer, mais ça a pas toujours été le cas. Je comprends. Fait Mais que c'est... ouais, il y a full ce mode-là qui embarque, puis c'est... Je pense que ça me drive quand même beaucoup, là. Je suis vraiment capable de courir avec le couteau entre les dents, comme on dit, là. Ouais. Puis on dirait que comme la douleur me dérange plus, je fais juste avancer, puis je pense à mes petites affaires. Il y a aussi la métaphore de Courtney, là, la pain cave. Ça Mhm. m'a quand même beaucoup aidé. Euh, je pense au fait que comme j'ai mal, mais je fais juste comme explorer des nouvelles zones de moi-même. Puis c'est ça, c'est vraiment plus d'aborder la douleur avec de la curiosité. Mhm. Puis de se dire que comme je suis pas blessée, tu sais, je suis juste comme en train de vivre un moment. C'est vraiment des émotions auxquelles je suis rarement confrontée. Puis je deviens full à fleur de peau aussi quand je cours. Tu sais, comme tout ce qui m'arrive va comme me causer des émotions décuplées. Ouais. Et ça m'arrive quand même souvent en course aussi quand je suis dans ce mode-là vraiment compétitive, de comme me mettre à avoir les larmes aux yeux ou comme d'avoir des fous rires ou des choses comme ça, là. C'est dur à expliquer ce côté-là. Puis je l'entends souvent, puis je le vis moi aussi, que on dirait qu'on tombe en carence de plein d'affaires. On est en train de se dépasser. On est en train de vivre ce à quoi on pense depuis des semaines, des mois. Tu sais, souvent, quand on se prépare pour une course, je sais pas pour toi, mais moi, je vais y penser à cette course-là. Je vais pas nécessairement faire de la visualisation, tu sais, de manière organisée, mais c'est sûr que si je suis en train de courir un entraînement, puis ma prochaine course s'en vient, je vais y penser, je vais me mettre dans ce mode-là, je vais la visualiser. Là, t'es dedans. Je sais pas qu'est-ce qui explique qu'on devient à fleur de peau comme ça. Toi, comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui crée ce sentiment-là dans toi? Moi, j'avais l'impression que c'était comme la grosse shot d'hormones, là, de comme toute la dopamine, les endorphines, qui vient faire comme un gros cocktail
full explosif. Ouais, Là, c'est ça. vraiment, vraiment à fleur de peau. Il y a ça. Effectivement, comme tu dis, le fait qu'il y a comme tous tes entraînements à te préparer mentalement avant, c'est comme, tu sais, c'est maintenant que ça se passe, là. Puis, tu sais, moi, je le vis aussi, là, au quotidien, comme toi. Mettons, s'il y a un entraînement qui va moins bien, je vais m'imaginer en train de faire mon prochain objectif, puis ça va me motiver à aller plus vite. Mhm. Fait que il y a certainement une partie de ça aussi. Euh, Après, manger du sucre pendant toute la journée aussi, moi, ça m'a jamais réussi. Euh, Ouais. J'avoue que ça peut. En fait, on consomme des choses en quantité qu'on n'est pas habitué, donc ça doit jouer aussi nécessairement. Tu parlais de la pain cave dont Courtney parle souvent. Toi, bon, t'es allé visiter cette pain cave-là quelques fois dans des gros entraînements ou dans des courses. T'as-tu appris quelque chose sur toi à travers la course, à travers ces moments-là, ces creux, la douleur, la pain cave? T'as-tu découvert quelque chose de nouveau à propos de toi? Ouais, mais ce serait difficile à expliquer. Je pense que c'est comme au niveau, admettons, persévérance, genre à quel point je suis capable de pousser même si ça fait mal. Mhm. Fait que ça, c'est sûr que comme j'ai full appris à ce niveau-là. Euh, j'ai appris que j'aimais ça aussi, puis que j'étais capable de le faire sans me blesser, que j'étais capable de pousser. Mm. Ouais, mais c'est une bonne question. Je te Je, dis- reviendrai peut-être plus tard je là-dessus. dis pas que c'est facile d'y répondre, hein, ça m'est popé comme ça, mais on apprend une facette de nous quand on fait de la course en sentier. Puis pas juste de la course en sentier, quand on se dépasse dans quelque chose, on découvre des facettes de nous qui ressortent juste dans ces moments-là de carence extrême, de cocktail Molotov, d'hormones dont tu parlais, que tu sais, tout ça se mixe, puis on découvre des choses que si on pratiquait pas ce sport-là, si on se poussait pas dans nos retranchements, je pense on découvrirait pas sur nous. Puis je sais pas si toi ça te fait ça. Moi, je fais du pouce sur ce que tu dis, mais j'ai l'impression que ça met en confiance pour la vie en général. De dire que si je suis capable de me pousser de mon plein gré dans quelque chose d'intense comme ça, alors qu'on paye pour être là, puis que, tu sais, on s'auto-met dans la marde, puis on s'auto-met dans des situations où on creuse profond pour en ressortir. Puis quand on réussit, quand ça se passe bien, quand mentalement, physiquement, on réussit à passer par-dessus, on dirait que ça met comme une confiance que on peut affronter un peu n'importe quoi. Puis pas juste en course, pas juste en douleur, mais dans la vie en général. Ouais, ben pareil, là, on dirait que depuis que je fais de la course, ça a full amélioré ma perception de moi-même aussi, ma confiance en moi. Euh, il y a ça d'un côté, mais il y a aussi, je trouve que après avoir visité des endroits aussi profonds de moi-même, j'ai tout le temps après ça, dans les jours qui suivent, un genre de contre-coup où on dirait que là, c'est comme une mini-dépression de comme j'ai tellement vécu un gros high que là, après ça, il faut que ça compense, puis là, il faut que genre j'aille une petite dépression après là. OK. Puis les jours après les courses, je trouve que c'est jamais facile. Ben aussi à cause que t'es super raqué, tu peux plus faire de sport. Fait que ça, Ouais. c'est comme wish, là. Mais je pense que c'est pas juste ça. Je pense que c'est peut-être aussi au niveau hormonal, encore une fois, que Mhm. peut-être comme tout donner d'un coup, puis après ça, t'as plus d'hormones du bonheur. Ouais, c'est ça. Comme eu trop intensément, faut que ça se rebalance quelque part. Ah, c'est Ouais. intéressant, je l'avais jamais entendu comme ça, mais c'est ça. Quel drôle de sport, hein? Ça prend. On est rendu au 188e épisode, puis j'en ai parlé de long en large avec plein de monde, puis il y a toujours des choses qui ressortent, puis des affaires incompréhensibles, mais ce que j'en retiens à t'écouter, à écouter ce qu'on jase, c'est que peu importe qui dans ce sport-là, on se met vraiment en mode super-héros, tu sais, on se met vraiment, j'écoute pas de films de super-héros, mais c'est un peu ça qu'on se crée. Puis si c'est que dans notre tête à nous, tant mieux, parce que il y a tellement de monde qui ont pas confiance en eux, puis c'est difficile la confiance en soi, c'est quelque chose qui se gagne petit à petit, puis qui se perd super vite, puis c'est difficile un être humain à se bâtir cette confiance-là. Puis tant mieux si le sport peut y contribuer, puis tout le monde qui écoute en ce moment, peu importe c'est quoi vos objectifs, vous êtes tous le super-héros de quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui se dit « Hey, cette personne-là, c'est un méchant débile, il sort courir 5 km tous les matins, il fait des ultras, il fait des triathlons, il fait
2 kilomètres de marche tous les midis au travail, il y a quelqu'un quelque part qui te regarde de loin qui fait « Wow, j'aimerais ça être comme ça. » Des fois, je veux pas faire de la psychopop à deux scènes, mais ça reste que c'est ça. Nous, on regarde du sport en ce moment, c'est la Barclay. On regarde des gens exceptionnels dans notre sport accomplir des choses exceptionnelles, mais tout le monde qui est actif, tout le monde qui accomplit quelque chose, qui se met des objectifs, qui dit « Je vais essayer de l'atteindre », on est une petite portion de la population, puis il faut se le rappeler. Soyons collectivement fiers de l'affaire de débile qu'on fait, puis on est tous le, entre guillemets, super-héros de quelqu'un qui nous regarde de loin puis qui fait « wow ». Là. Ouais, c'est assez capoté. Puis moi, je pense que au-delà de ça, je suis même devenue genre la super-héroïne de moi-même. Mm-hmm. Quand je fais une course, je suis tellement comme fière de moi. Je me dis comme que je vole au-dessus des sentiers, que ça va super vite. En tout cas, je m'impressionne moi-même quand je cours. Ben, Puis j'impressionne aussi la personne que j'étais quand j'étais plus jeune parce que récemment, j'ai retrouvé un dessin que j'avais fait quand je pense que j'étais en maternelle. Puis je pense que j'avais une boule de cristal pour vrai parce que j'avais écrit euh, Arikana 125 km objectif, puis j'avais dessiné le loup Arikana. Mais je pense que j'avais comme 6 ans là, à ce moment-là. Ben voyons donc. Déjà, à 6 ans, genre, je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de l'ultra trail. J'ai jamais fait Arcana encore, mais un jour, je vais la rendre fière, la petite Juliane. C'est donc même malade. Ça, tu connaissais ça parce que t'avais des gens autour de toi qui le faisaient ou? Même pas. Je pense que avec mes parents, on était allés en camping à Charlevoix. On avait été au camping des Chutes Fraser, qui était comme, je pense, à l'époque, partenaire, peut-être encore aujourd'hui, avec la course Arcana. Puis là, il y avait un poster, c'était même pas pendant l'événement, c'était juste comme pour leur faire la promotion, j'imagine. Camping officiel, partenaire. Puis là, en venant chez nous, j'avais été curieuse, fait que j'avais fait mes petites recherches, puis j'avais découvert qu'il y avait des gens qui parcouraient comme 100 km et plus en sentier à la course. Donc, ça m'avait super impressionnée. Puis là, le lendemain, j'avais dit comme à tous mes amis que j'allais faire ça. C'est malade. Écoute, c'était un chemin qui était tracé d'avance. Ça. Ouais. C'était prémédité, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aïe, aïe. On a parlé de ta saison 2022, de cette préparation-là pour les Chic Chocs. On va prendre une mini-pause pour un message du partenaire, puis après ça, de l'autre côté, on va aborder 2023. Excellent. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Dans les 2 derniers épisodes, tu nous as parlé de tes conseils de nutrition avant et pendant l'effort. Maintenant, parlons du après. Donc, burger et bière, c'est ça? Ouais, c'est pas mauvais. Le burger et la bière après, en fait, si ça motive à courir avant, c'est un gros oui. Fait que ce qui est le plus important après, c'est la combinaison glucides-protéines. Avant, on parlait juste de protéines. Il y en a qui parlent encore beaucoup de ça. Mais le glucide est super important parce qu'il va garder ton cerveau allumé. Puis, il va aussi participer à la régénération du glycogène musculaire. Puis les protéines, ben on le sait, c'est ça qui nous fait les plus gros biceps du monde. Fait que c'est sûr qu'ils vont en prendre après chaque course. Glucides, protéines après la course, combinaison gagnante. Puis la durée après, je pense qu'il faut quand même manger rapidement. Ouais, on parle dans les 30 minutes, mais la science n'est pas encore claire à ce sujet-là. OK, intéressant. Ben merci beaucoup, Natacha. Bienvenue! Jason de ta saison 2023, qu'est-ce que tu as fait de différent entre 2022 où tu joguais le matin, que tu allais faire tes journées sur tes jambes à couvrir du territoire pour ton travail, puis après ça t'a mené jusqu'au Chic Choc, cette victoire-là sur le 45. 2023, est-ce que tu l'as abordé différemment? Ouais, ben c'est ça. Après l'Ultra Trail des Chic Chocs 45 km, ça m'a vraiment motivée à comme plus m'entraîner. J'avais vraiment le goût de passer au niveau supérieur. Fait que là, je me suis mis à un peu plus m'entraîner jusqu'à atteindre en fait comme un certain plateau où est-ce que je me blessais, je m'améliorais plus. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de me prendre un coach. OK. Pour vrai, ça a changé ma vie. Là, c'est là que j'ai découvert justement l'existence de la zone 1, la merveilleuse zone 1. Je dis pas que je la maîtrise encore. Des fois, j'ai des petits relâchements, mais c'est ça. Fait que, il m'a permis de comme vraiment plus me concentrer sur des objectifs comme fixes, d'avoir des meilleurs principes d'entraînement. Puis après ça, ben c'est ça, ma saison 2023,
À mes yeux, elle a été vraiment géniale, là. Je me suis améliorée, c'était épique. J'ai eu du gros fun sur les sentiers. Mais de l'extérieur, peut-être que ça paraît pas autant flamboyant que comment je le perçois parce que j'ai pas fait tant d'événements au final. Tu sais, avec le 2 mois de terrain que j'avais en plein milieu de l'été, ben j'ai pas le choix de comme squeezer mes événements avant puis après parce qu'au milieu, j'étais comme vraiment trop concentrée sur mes plantes. Ben oui, ce qui est une bonne chose. T'en- comment t'as choisi ton coach? C'était quoi les critères que tu avais pour la personne qui allait t'accompagner là-dedans? C'est une personne qui s'est présentée au club de trail où je cours une fois par semaine. OK. Un étudiant en kinésiologie à l'Université du Québec à Rimouski. Puis là, il cherchait à comme commencer à coacher. Donc, il avait fait comme une annonce publique. Puis là, il avait dit, en tout cas, si vous êtes intéressé, sachez que j'existe. Puis j'avais été le contacter finalement. J'avais pensé à un petit 2 semaines. Puis après ça, c'était comme clair dans ma tête que je voulais sortir de mon plateau. Mhm. Puis c'est ça. J'avais comme aucune idée de les coachs qui existaient dans la vie. À Rimouski, j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. J'étais moins intéressée par un coach comme 100% à distance. Tu sais, je voulais comme quelqu'un que je pourrais voir physiquement une fois de temps en temps sans avoir à me déplacer. Ouais. C'était comme parfait. Puis on a eu une rencontre ensemble, on a jasé, ça a full cliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas. Puis, est-ce que tu as trouvé ça difficile d'imposer une sorte de structure? Euh, non, pour vrai, il met pas des entraînements extrêmement stricts. OK. Donc, j'ai quand même beaucoup de liberté, tu sais, comme je choisis le moment où je vais courir. Il me dit, si, admettons, je le file moins pour une séance d'intervalle, je peux comme l'interchanger avec une autre ou juste y aller au feeling puis ne pas la faire. Fait qu'il Mhm. me laisse vraiment beaucoup de liberté. Ouais. Je pense que c'est important. Je vais pas parler pour les autres coachs ou pour chaque personne est différente, mais ça reste que on a un sport où, des fois, pour des raisons inexplicables ou des raisons explicables, rush au boulot, une mauvaise nuit la veille, on n'est pas toujours dans le bon état physique et mental pour faire un entraînement. Puis, tu sais, si on veut bien faire une séance d'intervalle, par exemple, une bonne séance d'intensité, faut être dans des pas pires dispositions. Des fois, l'entraînement va comme faire que ça va nous recrinquer puis ça va nous repartir pour le reste de la journée, mais des fois, tu commences ta course, tu commences en échauffement le premier 5-10 minutes, puis tu dis, aujourd'hui, je reprends cette expression-là qu'un coach de football nous dit au secondaire quand on courait lentement, mais tu traînes un piano sur ton dos. Tu sais, il y a des journées qu'il n'y a aucune raison, puis c'est plus lourd, tu as le poids du monde sur ta tête, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu te dis, tant qu'à me torcher en intervalle, puis me faire mal, puis pas être content des résultats, ou pas le sentir physiquement, ben je le ferai pas. C'est important, je pense, peu importe l'approche de coaching, peu importe c'est quoi les objectifs, de s'écouter dans ce sport-là, c'est quand même très important. Ouais, puis je pense que c'est quand même encore un apprentissage pour moi d'être capable justement de mettre mes limites puis de me dire comme, OK, non, je le sens pas, je le ferai pas. C'est quand même arrivé souvent où comme je le filais moyen, mais j'étais comme ah, c'est à l'horaire, il faut que je le fasse, ok, let's go. Puis là, je me bottais les fesses, mais c'était peut-être pas nécessairement la bonne décision parce qu'après ça, j'avais comme des petites tensions qui apparaissaient, des trucs comme ça. Mais récemment, j'ai comme réussi à lui dire ok, là, ça va pas, j'ai tel problème, je pense que la vitesse, ça le fera pas pour quelques semaines. Puis je suis quand même fière d'avoir fait ça parce que je me suis peut-être épargnée comme une super grosse blessure, qui sait. Exact. Non, c'est souvent les blessures, pas tout le temps, mais souvent les blessures sont comme le résultat d'une accumulation. Puis des fois, on apprend à se connaître. Là. C'est un sport où on n'a jamais fini de se connaître, mais on finit par ressentir quand c'est une petite douleur qui est un peut-être début de quelque chose. Tu sais, moi, je le sais que quand j'ai commencé à courir sur asphalte il y a très longtemps, j'ai eu plusieurs fasciites plantaires. Mais maintenant, je le sais quand au repos, tu te lèves un matin, tu fais oh, il y a une petite tension là. Je sais quoi faire pour les jours qui suivent pour pas inflammer la patente puis que ça prenne une chire puis que finalement je me ramasse blessé. Mais c'est beaucoup, beaucoup de temps puis c'est beaucoup, beaucoup de fascistes plus tard que j'ai comme compris qu'est-ce qu'il fallait appliquer. Mais c'est un sport où on apprend en continu, mais c'est bien ce que tu dis de s'écouter puis des fois de s'imposer une pause puis de remplacer l'intensité par de la bonne vieille zone 1. Ouais, pour vrai, la zone 1, là, sérieux, il faut que j'y aille plus souvent. Ça marche. Comment t'as choisi cette première course-là de l'année? Tu disais 2 courses, t'as 2 fenêtres d'opportunité avant puis après ton été de travail. Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour le Gaspésien? Le Gaspésia, j'avais quand même plusieurs amis qui y allaient. Fait que là, c'était comme un trip de gang un peu. Euh,
il y avait ça. J'ai toujours voulu aller à la pointe de la Gaspésie parce que moi, je m'arrêtais tout le temps en Haute-Gaspésie puis j'allais jamais plus loin. Fait que là, j'étais comme, ah, j'ai le goût de le voir, là. Il paraît que c'est tellement beau. Puis j'étais allée quand j'étais toute jeune, fait que j'avais juste des vagues souvenirs de comme l'île Bonaventure avec tous les fous de bassin. J'avais le goût d'y retourner. OK. Puis j'avais déjà fait des événements en Gaspésie avant, là, comme des trails polaires, puis j'aimais vraiment l'ambiance qu'il y avait là. Ouais, parce que c'est sûr que Jeff et son équipe créent quelque chose d'assez unique, puis j'ai l'impression que le Gaspésia, c'est rapidement devenu un incontournable. Ça faisait longtemps que je n'avais parlé au podcast d'ailleurs, parce qu'on dirait que le Gaspésia, ça a été longtemps un sujet récurrent. T'as choisi quelle distance? J'ai fait le 50. OK. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, là. Pour vrai, je m'étais full améliorée depuis que j'avais eu un coach, justement. J'avais fait quelques petites courses préparatoires avant aussi, le plus des courses locales. Mettons, des courses polaires pendant l'hiver, des courses défi à Macloa, dans le coin de Rimouski, là, une petite course locale, mais super cute. Puis, ouais, ça, vraiment, j'ai adoré la diversité de terrain. Tu sais, des fois, on courait sur des plages, des fois, on courait dans des montagnes, des fois, on courait sur des bouts plus roulants. C'était vraiment diversifié, puis il y avait comme plein de petites surprises, on dirait, sur le parcours. Là, je veux spoiler personne, fait que j'en dirai pas plus. C'est vrai que c'est un parcours sur 50 km qui est vraiment diversifié. T'as de tout, tu sais, la section sur le chemin de fer, la section, je veux dire, la rivière aux émeraudes, c'est malade, là. Ouais, C'est unique comme endroit. Les gens sont là pour aller visiter. C'est des touristes qui prennent le petit embranchement, qui se rendent pour aller voir la rivière aux émeraudes. Toi, tu cours dedans à pleines jambes, dans l'eau jusqu'aux genoux. C'est malade, là. vraiment. Puis là, tu penses que c'est terminé, mais là, finalement, il y a plus de kilomètres, puis là, t'en as pour ton cash, là. Puis la section de montagne, toi, c'était le 54. Fait que la fin de ton parcours, la section de montagne, c'est magnifique, cet endroit-là. C'est magnifique, puis là, tu penses que t'es en haut, mais non, tu montes encore plus haut. Ça finit jamais. Puis t'es au bout de ta vie, mais après ça, j'ai réussi à aller dans des zones où, justement, je vais jamais, là, fait que l'expérience que j'ai acquis là-bas, puis tout ce que j'ai découvert sur moi, ça vaut de l'or, là. Ouais, entre ton premier 45 qui était très au feeling à découvrir ce qu'est le trail, à mesure de faire une course, de découvrir que les gens arrêtent au ravito, mais pas si longtemps. T'étais plus en mode découverte d'un sport. Là, tu le connaissais mieux. Comment t'as vécu ta course? Tu dis que t'es allé dans des zones que t'avais jamais été. Ouais, là, j'ai fait comme l'autre extrême. J'avais écrit, genre, mes petits splits sur un petit papier que j'avais, genre, plastifié. Fait que là, je savais, comme, au ravito, je devais être à quel moment, à quel ravito. Puis ça a vraiment pris le bord, là, finalement. L'organisation, c'est pas pour moi, là. Faut que je cours au feeling. Ben, c'est quand même la meilleure façon. Tu sais, chacun a ses objectifs, chacun a son au feeling, mais ça reste que, je veux dire, le corps nous envoie des signaux. Des fois, en trail ou en ultra, faut ignorer certains de ces signaux-là, mais il faut surtout s'écouter, puis tu peux pas juste te fier à des splits. Si tu files pour ouvrir la machine puis courir encore plus vite, let's go, fuck les splits, là. Ouais, c'est ça. Puis j'étais rendue comme vraiment en avant de mes splits. Fait que là, j'étais super enthousiaste. Puis pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a des bouts que j'ai juste oubliés à cause que j'étais comme en transe de comme aller vite puis couteau entre les dents, là. C'est malade. Ouais. Après ça, bon, après ton été de travail, tu retournais au Chic Choc, là, tu t'alignais sur le 62 km. T'avais quand même une progression, tu sais, du 45 au 53,4 du Gaspésia, allant un 62. Est-ce que, suite au Gaspésia, tu t'es préparé différemment en vue des Chic Chocs, sachant où tu t'en allais, sachant que c'est un territoire connu pour toi, mais sur une distance inconnue? Ouais, ben d'abord, faut savoir que comme pour moi, le TCC, à chaque année, c'est une tradition. C'est comme la course où je fais ma plus longue distance à vie. Fait que là, j'étais comme, cette année, on est rendu là. Puis l'année passée, j'avais vraiment en tête que comme mon objectif de vie, c'était d'allonger les distances. Là, maintenant, je suis en train de remettre ça en question un peu parce que j'ai peut-être des objectifs comme un peu plus courts. OK. Mais mon but, c'était vraiment d'allonger. Fait que là, pendant l'été, ben, je faisais beaucoup de temps sur mes jambes à cause que là, on faisait comme beaucoup d'inventaire de plantes super loin dans des montagnes où est-ce qu'il y avait même pas de trail. Fait que c'était vraiment de la randonnée pendant toute la journée, beaucoup de déplacements. Puis en plus de ça, il y avait de la course que mon coach m'avait mis pour compléter, souvent les matins, des fois le soir. J'ai fait un week-end choc aussi avec Eric, week-end chic choc, là. OK. Puis, euh,
Fait que c'était pas mal ça ma préparation, mais j'avais pas beaucoup de volume par semaine de course-course, là. Il y a quand même peut-être des semaines où j'ai touché le 100 km, mais je pense qu'en moyenne, c'était plus en bas, là. Puis ça reste que tu avais beaucoup de temps sur tes jambes tout au long de l'été, puis c'est non négligeable en trail, là. Je veux dire, quand tu te prépares pour de l'ultra, où on avance pas si vite si on compare à d'autres types d'intensité, d'autres types de sports, mais où l'endurance est la clé, mais du temps sur les jambes, comme tu dis, à aller dans des endroits où il n'y a pas de sentier, à marcher toute la journée, ça doit être extrêmement bénéfique pour ta course, là. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été full bénéfique, surtout pour un parcours comme l'UTCC qui est vraiment pas roulant, là. Tu sais, je dis pas si ça avait été pour une course vraiment plus roulante, mais Ouais. c'était vraiment parfait pour ce genre de parcours-là. Puis j'avais quand même, tu sais, une séance de tempo, puis une séance d'intervalle par semaine à peu près. Fait que, tu sais, je faisais à peu près une séance par semaine sur la route du parc, où là, j'étais comme, je lâchais la machine, là, j'allais dans le tapis, mais sinon, c'était vraiment juste jogger dans la montagne. En toute honnêteté, nous, avec Eric, avec l'organisation, on regardait un peu les filles qui étaient sur le 62 km, puis on s'était dit entre nous que la bataille du week-end se passait sur le 62 parce qu'il y avait du gros calibre, puis je veux dire, c'était un scénario vraiment malade de voir toi qui arrives, que cette expérience-là très gaspésienne, t'as passé les 2 derniers étés dans ces montagnes-là, tu les connais comme le fond de ta poche, t'as remporté le 45. Après ça, il y avait une Valérie Arsenault que j'avais reçue au podcast dans le spécial UTCC, qui est une fille qui a un parcours, qui a une histoire super intéressante, puis qui à ce moment-là avait remporté toutes les courses qu'elle avait faites. Elle avait surpris tout le monde en 2022 sur Arikana, le 42 Saint-Siméon. Elle avait explosé le record du parcours. Tu avais Mélanie Biggs, qui est une fille qui, ça fait longtemps qu'elle en fait, qui a des grosses performances. On se disait, le 62, ça va barder. Comment ça s'est passé de l'intérieur de la course, toi, ta journée dans les Chic-Chocs? Hey, on est parti le matin, là. On est parti tellement vite sur la portion roulante du départ où est-ce que c'est comme un 3 km avec quasiment pas de dénivelé. Je me forçais à rester avec le peloton de tête à cause que j'étais comme, tu sais, faut pas que j'ai lâche maintenant, là, sinon c'est sûr que je les rattraperai jamais. Fait que là, j'y tenais, puis là, on a commencé à monter le mont Olivine, qui monte, qui monte, qui monte, ça n'a pas d'allure, là. Ça finit jamais, cette montée-là. Puis eux, ils l'ont pas marché du tout, là. Ils ont couru jusqu'en haut. Moi, j'étais pas capable de courir ça, fait que j'étais comme je marchais vite, en fait, derrière eux, puis j'essayais de pas les perdre de vue. Puis je respirais tellement fort, là. Il y a un gars qui m'a demandé si j'étais correct, puis j'étais comme, ah oui, oui, là, ça va. Puis là, rendu en haut du mont Elvin, j'ai comme marché juste un petit peu sur le côté du sentier. Je les ai dépassés, puis je me suis laissée tomber en bas. Puis là, ils m'ont regardé comme un peu bizarre. Et voyons la folle, qu'est-ce qu'elle fait à descendre vite de même? Parce que moi, ma spécialité, c'était vraiment les descentes à ce moment-là. Ouais. Puis après cette descente-là, je pense que je leur ai fait peur parce que je les ai pourvus. OK. Euh, Ben, tu sais, vu que c'est un aller-retour, je les ai recroisés au retour, puis là, je Ouais, c'est voyais que ça. j'avais quand même pris une certaine avance, mais je pense que c'était vraiment à cause des descentes. Mettons comme le faux plat descendant euh, jusqu'à la Paruline, euh, je, je l'ai vraiment roulé, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché là parce que c'était assez boiteux, mais c'était comme un type de terrain dont j'avais l'habitude quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que quand tu t'entraînes là-dedans, quand tu es familière avec ça, tu finis par être très à l'aise. C'est le même dans n'importe quelle course. Je dis pas que c'est gage d'une victoire ou que tu performes mieux quand tu es du coin, mais ça reste que les Chic-Chocs, c'est très particulier. Au même titre que les gens de Beaupré, de Saint-Tite, qui font, pas Saint-Tite, mais ouais, Saint-Tite, Saint-Ferréol, je veux dire, les gens de Saint-Ferréol, je veux dire, quand il arrive sur le QMT, tu sais, Jean-Philippe Thibodeau, il connaît la Mestachibo comme si c'était le fond de sa poche. Il y a d'autres excellents coureurs, mais il y a un avantage parce qu'il s'entraîne là. C'est pas un avantage, je sais pas comment dire, c'est pas le bon terme, un avantage, mais ça reste une connaissance du parcours qui fait que cette section-là, comme tu disais tantôt, tu connais chaque roche, chaque raccoin, tu sais où ouvrir, tu sais où il faut être patient parce que ça sert à rien d'essayer de gonner telle montée, telle descente parce qu'elle est difficile. Fait que tu finis que tu connais le coin, puis là, ça devient une application pendant la course, hein. Ouais, exact, là, c'est sûr, ça m'a full avantagé, là. Euh, ouais. Mais c'est un J'avais- avantage, mais je sais pas comment dire, c'est pas un avantage, c'est un avantage qui est travaillé, dans le sens où c'est une connaissance du terrain parce que tu choisis de t'entraîner à cet endroit-là. Tu choisis de t'entraîner dans un Chic-Choc où il y a des portions hyper boiteuses. Fait qu'une année comme cette année, ben c'est sûr qu'il fallait être bon dans la boîte pour pouvoir bien faire sur ces courses-là, là. Ouais, puis il y avait aussi comme mon taux d'acceptation du risque aussi qui est quand même assez élevé, je Ouais. pense. Tu
sais, je suis quand même tombée, je me suis égratignée, je me suis pas fait de blessure, mais tu sais, il y a des moments où je me disais comme ça passe ou ça casse, là. Finalement, ça s'est bien terminé. Tu as remporté la course, mais au scratch. Donc, tu étais la première personne à traverser la ligne d'arrivée, suivie de Valérie Arsenault, qui elle aussi est terminée deuxième au scratch. Donc, on a un top 2 tout féminin. Puis Mélanie qui termine troisième femme, cinquième overall. Fait que 3 femmes dans le top 5. C'était malade. T'sais, moi, j'étais là avec le podcast. J'étais là pour animer. Puis c'est beau de voir ça. On en voit à l'extérieur, à l'international, des courses où ce genre d'histoire-là arrive. Puis moi, je trouve ça beau. Toi, comment tu le vis, ça, de se dire, OK, aujourd'hui, on était 3 femmes dans le top 5. Est-ce que ça te rend fier de voir ça? Euh, Ben c'est sûr qu'émotionnellement, ça me fait vraiment plaisir, mais on dirait que dans la vie, j'essaie de comme, ben surtout entre elles en fait, je me compare vraiment pas aux hommes parce que je trouve que on part juste pas du même endroit, fait que ce serait pas juste envers moi-même de comme me fixer des objectifs par rapport à des gens qui ont pas à gérer les mêmes défis que moi. Tu sais, moi, c'est sûr que pour l'avoir vécu, partir sur une ligne de départ en train de me vider de mon sang, puis savoir que je dois comme passer la journée avec ça dans le bois pendant genre 9 heures, ben c'est sûr que j'ai pas la même réalité que le gars qui est à côté de moi, euh, qui a pas à gérer Clairement. ça. Clairement. Donc, ouais, pour moi, on n'est juste pas sur la même ligne de départ. Fait que je vais jamais me fixer des objectifs par rapport aux hommes, mais si j'arrive avant eux, tant mieux, c'est sûr, ça va me faire plaisir, mais c'est ça, c'est jamais quelque chose que je vais viser. Je trouve ça intéressant. Ça fait écho à la discussion, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, avec 3 experts où on parlait justement des hormones. Puis souvent, on parlait autant des hormones masculines que féminins, mais ça reste que dans la pratique du sport, dans la pratique de la course postpartum ou peu importe, on a abordé plein de sujets. Les hormones chez les femmes, ça a un bien plus grand impact que les hommes où entre la puberté puis l'andropause, je sais pas, à 60 ans, il n'y a pas grand variation alors que les femmes, on l'explorait dans l'épisode, c'est des variations beaucoup plus fréquentes puis ça impacte d'autant plus toutes les sphères de la vie. Fait que, non, je trouve ça intéressant ta vision des choses. Je peux pas être plus d'accord avec ça. Ouais, puis tu sais, il y en a qui sont vraiment plus qualifiés que moi pour parler des hormones puis tout ça, mais rendu là, tu sais, c'est comme quasiment plus le même sport, là. C'est c'est ça, c'est juste des enjeux différents. Puis c'est pas pour me plaindre, là, parce que au contraire, je trouve ça magnifique comment le corps de la femme fonctionne. Mhm. C'est juste complètement autre chose. Non, mais je comprends tout à fait. Ça a pas l'air d'une plainte. Au contraire, c'est un justificatif biologique naturel, mais c'est intéressant de l'entendre. Puis c'est d'autant plus impressionnant quand on voit une performance comme ça, où justement les femmes ont terminé première, deuxième, cinquième au général. C'est toujours beau. Moi, je me rappelle quand je t'ai vu arriver, j'étais là, puis avec les shorts longues, première femme, première overall, c'était impossible de ne pas faire de parallèle avec Courtney. Est-ce qu'il Oh my God, merci! T'en as parlé tantôt, t'as ouvert la porte à ça, mais je me rappelle, je sais pas, j'étais avec qui? Je pense que j'étais avec Eric, puis on t'avait vu traverser, puis on était comme, OK, c'est vraiment une performance exceptionnelle. C'est beau de voir ça, tu sais, t'es jeune, puis tu performes super bien dans ce sport-là, mais en plus, les shorts longues, on était comme, OK, là, c'est impossible de pas faire de parallèle, là. Oh my God, ben merci, ça me Je veux touche. pas que Parce que je veux pas mettre de vraiment- pression avec cette comparaison-là. C'est vraiment juste naïvement, c'est ce qu'on a pensé en premier. C'est niaiseux, c'est une histoire de longueur de short parce que c'est comme le style caractéristique à Courtney, mais au-delà des performances, je pense que c'est quelqu'un que tout le monde peut s'identifier à cette fille-là. Homme, femme, élite, amateur. L'approche du sport de cette fille-là surpasse n'importe quoi dans le sport, là. Ah oui, totalement. Puis j'avoue que les shorts longues, c'était quand même un peu ça le but. J'étais comme, elle va être avec moi pendant ma course. Elle va me donner du courage. J'adore. Fait que là, je pensais à comme sa pain cave. Je pensais à elle, j'étais comme, qu'est-ce que Courtney a fait présentement? Elle irait plus vite. Fait que là, j'accélérais. J'adore. Est-ce que tu as vécu une pain cave dans cette course-là? Ah ouais, définitivement, là. Ah ouais? Ça fait mal. Ah ouais? Ça a bien fait À mal. quel moment dans la course? Du début. Ouais. Ça a été une pain cave de 62 km. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais, j'étais essoufflée en montant le Mont-Olivine, mais après ça l'a passé dans la descente. Mettons, quand j'ai commencé à bunker, vraiment avoir les jambes raides, là, c'est là que ça a peut-être commencé à plus être la pain cave, là. Je dirais que c'était vers la montée du
Le faux plat montant, là, à partir de la paruline, là, ce long faux plat montant-là, là, ça faisait mal. OK. Euh, Fait que là, tu as complété le 62 km. Tu disais tantôt, tu avais initialement un objectif d'augmentation de distance. Là, tu revois un peu ça. Dans quel état d'esprit tu es présentement par rapport à ça? Ben là, quand c'était le moment de comme construire ma saison 2024, je me demandais ça allait être quoi mes objectifs. Puis je pense que mon objectif principal, ça va principalement être d'essayer de mieux me connaître, d'essayer différentes distances pour voir dans quoi je suis la plus à l'aise. Mhm. Parce que là, j'ai pas mal juste fait du, mettons, 40 à 65. Puis je sais que je suis quand même à l'aise dans ce range-là de distance. Fait que là, je vais essayer d'expérimenter autre chose. OK. Mettons, mon objectif de début de saison, ça va rester dans du terrain quand même assez connu. Je vais aller au Lavaredo en Italie. Wow. Fait que là, j'ai vu que c'était comme une grosse course, j'ai décidé de rester dans un terrain que j'étais capable de performer. Puis je vais faire les 50 kilomètres. OK. Ça, c'est quand exactement? C'est le 30 juin. OK. Fait que Quand c'est tu dis comme mon terrain objectif. connu, c'est parce que tu es familière avec ce coin-là ou parce que ça ressemble à ce qu'on a ici? Non, vraiment pas. Je voulais dire en termes de distance. OK, OK. Je me disais, peut-être que tu as passé des années en Italie. Ah non, 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 vraiment. Je comprends. J'ai jamais été en Fait Europe. ah, mais c'est malade, ça. C'est un beau trip. Ouais, c'est OK. ça. Ça commence Euh, fort. Ça commence fort. Un mois avant, par contre, j'ai une autre course où est-ce que je vais pouvoir un peu tester la nutrition, tester mes stratégies de course. C'est un autre 50K, cette fois-ci au Vermont. OK. C'est le Blood Route Ultra, je pense que ça Ouais, c'est s'appelle. une toute petite organisation, mais ça a l'air super leur parcours, là. Ça a l'air assez intense comme parcours, hein. Ouais, ça a l'air quand même assez route, là. Ouais, ouais, vraiment. Fait que je pense pas que ça pourrait se comparer au Lavaredo en termes de parcours, parce que le Lavaredo il est quand même reconnu pour être assez roulant. Mhm. Mais j'aime ça, je vais essayer du plus technique 50K, du plus roulant 50K. Fait que ça, c'est comme en début de saison. Après ça, le terrain va se terminer par l'UTCC. Fidèle à ma tradition, je vais essayer de faire ma plus longue distance à vie. Là, je vais faire les 88 kilomètres. Fait que OK, c'est la toute nouvelle distance. ouais, j'ai bien hâte. J'ai déjà parcouru toutes les sections de ce parcours-là. Fait Ah que ouais, OK. ce sera rien de nouveau. Mais quand même, l'enchaîner d'une traite, ça va être un nouveau défi. Euh, OK, après ça, j'ai un peu fait un drôle de plan. Je me suis inscrite au classique Up and Down du Mont-Saint-Anne, 11 km, qui est Très hot. qualificatif pour l'équipe canadienne. Ah oui. Je me suis dit pourquoi pas, je vais m'essayer là-dessus. J'ai aucune idée si je suis capable de performer sur des distances aussi courtes. Puis je vais peut-être terminer ça par le Grand-Duc ou une autre course locale, juste pour le fun. Crime, c'est un beau gros plan de match pour cette année. Ouais, c'est ça. Je vais aller du 50K au 88, au 11 km. Puis est-ce que ben là, c'est peut-être un peu d'avance parce que c'est peut-être des discussions que tu n'as pas encore avec ton coach, mais là, tu viens de le dire, on s'entraîne, on se prépare pour un 88, qui est une très très longue distance, dans un terrain où ça va être très long. Je pense que ça va être des temps qui se comparent plus à du 100 km qu'à du 80 km sur cette distance-là. Et inversement, un 11 km up and down classique, hyper rapide. Est-ce que vous avez déjà discuté de comment la préparation, l'entraînement va se faire de ce côté-là? Non, ça, j'ai aucune idée. On a un plan, mettons, pour les 2 prochains mois, mais ça s'arrête là. OK. Je m'étais dit qu'une fois que le TCC serait passé, j'irais vraiment plus faire comme de la vitesse, puis Ouais. donc on n'aura pas le choix de faire ça. Mais je pratique quand même beaucoup les descentes dans les chic-chocs, fait que je me dis que je vais déjà être quand même bien préparée pour ça, au moins pour la descente. La montée, ça risque d'être une autre histoire, là. J'ai jamais été très très forte en montée, mais je vais travailler ça à ce moment-là, là. Ah ben c'est très cool, c'est vraiment un beau programme. Ouais. Mettons qu'on se projette, là, on parle pour le fun. Où tu te vois dans les prochaines années en trail? Tu sais, dans quel type d'expérience tu as envie de vivre dans les années à venir côté trail? Ben, j'ai l'impression que cette saison va vraiment être une saison charnière parce que ça va me permettre de quand même m'enligner. C'est est-ce que je veux faire de l'ultra? Est-ce que je suis plus du genre à faire du format court? Fait que ça va m'enligner un peu de ce côté-là. Puis c'est sûr que je suis vraiment une personne ambitieuse. Puis des fois, je fantasme un peu. Je me dis que j'aimerais ça vraiment courir à un niveau qui est élite. Mais je sais pas si ça va se concrétiser, là. Seul le temps nous le dira. Exactement. Puis en même temps, je pense que dans ces choses-là,
faut pas se mettre une pression. Je pense que c'est un sport où on a vu beaucoup d'athlètes se mettre beaucoup de pression, puis c'est normal, c'est un sport compétitif et tout, mais ça reste que faut jamais oublier pourquoi on le fait. T'sais. On s'entraîne autant, puis on passe autant de temps à s'entraîner, fondamentalement parce qu'on aime être dans le bois, puis on aime être dans la nature, puis clairement, ton parcours professionnel nourrit ça aussi, mais faut en profiter pleinement parce que c'est un sport où on passe 98% de notre temps à s'entraîner pour 2% de dossard. Là. Ouais, exact. Fait que je veux vraiment m'énir comme le fait que j'adore courir entre elles. Puis je veux pas me brûler à l'entraînement non plus. Tu sais, il y a eu des moments dans ma vie où je sais que je m'entraînais trop. Puis on dirait que toutes mes émotions passaient par la course. Tu sais, j'étais triste, j'allais courir, j'étais fâchée, j'allais courir. Puis à un certain point, ben, je savais juste plus comment me gérer autrement que par aller courir. Puis là, quand je me blessais après ça, j'étais vraiment démunie, là. J'étais tout nue face à mes émotions. Ouais. Et puis, je veux pas comme retomber là-dedans. Je veux vraiment que ça reste un plaisir. Puis c'est ça. Je pense que ça va prendre un certain temps avant que la course prenne vraiment plus d'ampleur dans ma vie. Puis je trouve ça correct que ça y aille progressif comme ça. Pour vrai, je vais juste réussir à comme mieux l'intégrer dans mon quotidien sans que ça devienne toxique ou quoi que ce soit, là. Ah ouais, clairement. Là, tu disais tantôt que tu vas te lancer dans la maîtrise après ton bac, fait que tu vas être bien occupé de ce côté-là aussi, là. Ouais, exact, là. Parlons-en parce que tu as passé beaucoup de temps dans les chic-chocs. On a parlé à ce podcast-ci, dans cet épisode-ci, mais à travers le temps, beaucoup des chic-chocs, les montagnes, la course. J'ai le goût que tu nous racontes, toi, de ton œil de biologiste qui a passé des milliers d'heures dans ce coin-là. Qu'est-ce qui te fascine le plus sur cette chaîne de montagne-là? Il y a comme un mystère dans les chic-chocs qui plane. Ah ouais? Ouais, il y a un gros mystère sous nos yeux, mais personne le voit nécessairement. C'est pas les caribous. D'habitude, quand on parle des chic-chocs, on parle vraiment plus des caribous, mais là, je vais essayer de comme tourner les yeux des gens vers peut-être les plantes un peu plus. Ouais. Il y a vraiment une grande diversité de plantes arctiques alpines là-bas, puis c'est assez spécial. Il y a même beaucoup de plantes, en fait, qu'on retrouve juste dans cette chaîne de montagnes-là, puis il y en a nulle part ailleurs dans le monde. Puis moi, en fait, le sujet de ma maîtrise, ça va être d'essayer d'élucider ce mystère-là, de comprendre pourquoi il y a autant de diversité de plantes. Puis là, on avait comme quelques hypothèses à explorer. Fait que là, on s'était dit que c'était peut-être le patron de déglaciation, lors de la dernière déglaciation, en fait, de comment la glace s'est retirée. Il y a plusieurs plantes qui auraient pu coloniser après ça les montagnes, puis ça aurait comme créé des assemblages bizarres comme ceux qu'on observe aujourd'hui. Il y a la topographie qui est assez spéciale, la géologie aussi. Il y en a peut-être qui sont familiers un peu avec les chic-chocs, qui savent que le mont Albert, il est fait en serpentine, qui est comme une roche pleine de métaux lourds, qui fait qu'il y a juste certaines plantes, en fait, qui peuvent pousser sur cette roche-là, les plantes serpentinicoles. Il y a aussi des facteurs plus température, humidité, des trucs météo comme ça. Mais bref, je vais essayer de comprendre avec mon œil de biologiste détective qu'est-ce qui a mené aux assemblages qu'on observe aujourd'hui. Puis c'est ça que j'aime des chic-chocs, c'est que c'est comme être une détective quand je suis là-bas. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un terrain de jeu vraiment particulier, les chic-chocs. Tu sais, quand on a couru, on a fait de la rando un peu partout au Québec, on voit quand même, peut-être que je me mets le pied dans la bouche en disant ça, puis tu vas me dire qu'à travers ton œil, c'est complètement différent, mais moi, ma perception de coureur qui connaît rien à la biologie puis à la géographie, on voit des patterns quand même qui se ressemblent. Tu sais, un sentier dans Charlevoix va ressembler à un sentier dans la région de Québec. La façon que c'est fait, la façon que les racines embarquent sur les roches, le côté très technique de nos sentiers, la façon que nos montagnes sont faites, là, tu t'en vas au sommet d'un mont, peu importe, là, mont du lac des Cygnes. Après ça, tel autre mont. Il y a des choses qui se ressemblent. Les chic-chocs, c'est un paysage complètement différent de ce à quoi on est habitué. Puis même quand on est allé jouer aux États-Unis, dans le New Hampshire, dans les Whites, c'est différent quand même. Il y a un côté vraiment unique au chic-choc. Puis, tu sais, c'est des montagnes. Je veux dire, le Mont Albert en haut, c'est un plateau immense. C'est vraiment particulier comment c'est fait. Puis c'est fou qu'on ait ça dans notre cour arrière, pas loin de chez nous. Toi, de ton œil scientifique,
Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait que ces montagnes-là, après 800 mètres d'altitude, il y a déjà plus d'arbres, alors qu'en Europe, c'est à 3000 mètres qu'il n'y a plus d'arbres, puis dans l'ouest, dans les Rocheuses, c'est à 2800 mètres qu'il n'y a plus d'arbres. Qu'est-ce qui fait que dans les Chic-Chocs, Xalibu, tu le montes, puis c'est vraiment pas si long que tu es déjà rendu au-dessus de la ligne d'arbres, puis tu es dans les grosses roches? Ouais, ben, ce que les gens disent ici, je pense que c'est au-dessus officiellement de 1100 mètres qu'on a de la toundra alpine, Mhm. qu'il n'y a plus d'arbres du tout, là, juste des petits arbustes, mettons. Mais comme on est à une latitude quand même assez élevée, ben, la limite des arbres est assez basse. Fait que plus tu vas dans le nord, plus la limite des arbres va baisser. Puis mettons, ça se voit bien à la limite des arbres dans le Grand Nord, là. Ce qu'on peut observer, c'est que dès qu'il y a une petite colline, ben, il n'y a pas d'arbres en haut de la colline, il y en a juste au pied. OK. Que c'est vraiment par rapport à la latitude, mais il y a aussi quand même des propriétés édaphiques, des propriétés des sols. Dans le cas du Mont Albert, qu'il y a une grosse partie du plateau qui est pas du tout à 1100 mètres, puis il y a plus d'arbres. Ben ça, c'est à cause vraiment de la serpentine, qui est la roche OK. qui forme le socle rocheux du Mont Albert. Ça, Puis est-ce c'est que, juste pour plein que je de comprenne niveaux. la serpentine, est-ce que c'est tout ce qu'on voit la section je veux dire, en arrière, mettons que t'es au gîte devant toute une montagne assez standard québécoise, puis à un moment donné, en haut, il n'y a plus trop d'arbres, mais l'autre bord, l'autre versant, c'est complètement martien, lunaire, avec les grosses roches. C'est ça que tu parles, la serpentine? Ouais, la serpentine, c'est les gros blocs oranges, là, que vous voyez OK. dans la cuve, là. C'est Euh, malade, cette affaire-là. C'est malade, ouais. Il y a un côté où est-ce qu'il y a plus d'amphibolite, je pense. Puis là, l'amphibolite, c'est une roche qui est comme plus propice à la croissance végétale. Mais la serpentine, c'est plein de métaux lourds. J'ai oublié lesquels. Mais ça inhibe la croissance des plantes. Fait que les arbres en haut, ils poussent pas à cause de ça. Puis qu'est-ce qui a pu se passer pour que, à travers une chaîne de montagnes qui, pour certaines montagnes en apparence, sont un peu comme le reste du Québec, un peu plus hautes, mais tu sais, du conifère, puis c'est vert, puis c'est assez rocheux comme les autres. Puis là, cette section-là, t'as des immenses roches rouges à découvert, tu sais, pas d'arbres, pas de végétation. Qu'est-ce qui peut expliquer cette formation-là à travers les années? C'est comme une intrusion rocheuse. Tu sais, c'est comme il fut un temps où c'était juste comme une soupe de lave avec différentes roches. Puis là, il y a une partie plus de serpentine qui a émergé puis qui a durci à cet endroit-là. Mais il y en a une autre un peu plus loin. Je pense que c'est le mont du Sud, que c'est aussi de la serpentine. Fait que ça, c'est un mont qui est comme au sud du parc. Puis c'est pareil que le mont Albert, juste un peu plus petit. Puis il n'y a OK. pas de serpentine là-bas. Fait que c'est pour ça que les gens le connaissent moins. Mais j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est quand même impressionnant, là. Ah, c'est malade. Puis, tu sais, toi, de ton œil d'une biologiste qui étudie la flore, qui étudie les plantes, qui étudie les végétaux, est-ce que de développer des parcs nationaux, est-ce que de randonner, d'ouvrir des sentiers, d'aller courir dans ces écosystèmes-là, est-ce que fondamentalement c'est bon ou est-ce qu'on laisse vraiment une trace où on a un impact, où on va jouer une place qu'on devrait pas? C'est sûr qu'on a un impact, mais je pense pas que c'est un impact qui est nécessairement négatif si c'est fait de manière intelligente. OK. J'ai eu l'occasion de travailler en 2022 sur un projet de recherche d'un étudiant à la maîtrise. Puis lui, il travaillait sur la colonisation des montagnes par les plantes exotiques. Fait que là, par plante exotique, tu sais, je parle vraiment de n'importe quelle plante qui va être déplacée d'un milieu d'origine vers un nouveau milieu où est-ce qu'elle va se mettre à proliférer souvent. Fait que tu sais, c'est comme tout ce qu'on qualifie de mauvaises herbes, du pissenlit, de la bardane, même le gazon qu'on a sur notre terrain c'en est. Puis il y en a aussi en Gaspésie. Euh, Là, avec, c'est sûr, les nouvelles voies de communication entre les pays, avec la mondialisation, ben, ça ouvre des nouvelles voies migratoires pour les plantes exotiques. Puis là, il y en a plein qui s'établissent dans les villes, mais partout aussi où est-ce qu'il y a des humains. Donc, en Gaspésie, ça se traduit surtout par autour des zones de service, les campings, les stationnements. Fait que c'est vraiment comme des hotspots de plantes exotiques. Puis là, il y a beaucoup de gens qui circulent dans ces zones-là, qui empruntent les sentiers ensuite, comme nous, les coureurs. Puis on va déplacer les plantes exotiques de plus en plus loin de ces hotspots-là, de plus en plus haut en altitude aussi, au point où est-ce qu'ils pourraient dépasser éventuellement la limite des arbres. Puis là, c'est là que ce serait quand même assez critique, parce que si une plante exotique dépasse la limite des arbres, elle n'a plus de compétition pour la lumière. Tu sais, il n'y a plus d'arbres, fait que c'est comme une ressource qui est illimitée. Elle pourrait se mettre à proliférer si elle est capable de s'adapter à ce nouvel environnement-là.
Puis à ce moment-là, on pourrait observer vraiment une diminution drastique de la biodiversité. Déjà que la toundra alpine, c'est un milieu qui est super fragile. Euh, Ce serait ça qui serait critique. Mais il y a des moyens d'éviter une catastrophe comme ça euh, en justement améliorant la connaissance des plantes exotiques, savoir lesquelles sont les plus envahissantes, parce que c'est pas toutes les plantes exotiques qui sont nécessairement très envahissantes, là. Mettons la renouée, la phragmite, ça c'est des plantes qui sont plus connues pour être envahissantes. Heureusement, il y en a pas encore en Gaspésie, mais moi j'ai quand même observé quelques pissenlits en haut de la limite des arbres. Ah ouais. Puis c'est quand même inquiétant, là, comme on les a arrachés, là. Puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, par exemple, un pissenlit qui irait proliférer puis qui aurait pas, comme tu disais tantôt, pas de compétition, fait qu'il peut vraiment faire ce que le pissenlit fait le mieux, c'est-à-dire se reproduire puis devenir à grandeur. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est la faune qui vit dans ces régions-là qui va être impactée? Euh, ouais, c'est sûr que on pourrait vraiment observer une grosse diminution de toutes les espèces indigènes s'il y avait le pissenlit qui proliférait. Puis, si je me trompe pas, en haut des montagnes, il n'y a pas la plus grande diversité de faune, là. Tu sais, mettons, on pourrait penser aux caribous. Eux, ils se nourrissent plus de lichens, souvent. Ben, j'ai l'impression que une prolifération de pissenlits pourrait vraiment impacter aussi les lichens, pas juste les autres espèces végétales. Fait que ça pourrait aussi être critique pour eux, là, mais les pauvres caribous, là, ils en ont d'autres des problèmes à gérer, là, présentement. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais que ton expertise est plus en biologie végétale, mais tu es au cœur de cette chaîne de montagne-là, de ce parc national-là, où on sait que c'est un problème qui est bien connu, que politiquement, on voit des gens prendre position là-dessus depuis plusieurs années. Toi, de ta lecture, de ta perception sur place, qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort de cette espèce-là? Je pense que ce serait... C'est vraiment pas dans mon champ d'expertise, en fait, mais les sentiers, pas d'en faire des nouveaux. Mm-hmm. Il faudrait vraiment que les gens restent dans les sentiers. C'est vraiment, en fait, par rapport à la prévention, le plus important, je pense. C'est ça, éviter de sortir des sentiers, euh, y aller dans les plages horaires que le parc a décidé. Surtout au Mont-Jacques-Cartier, je pense. C'est là que la majorité du troupeau se trouve, là. De respecter les règles qui sont mises en place parce que... Ouais, c'est ça. Ben, il y a des gens qui s'y connaissent plus que nous qui ont pris cette décision-là. Exact. C'est quand la CEPAC va donner des directives, vont mettre des règlements, vont fermer des sentiers, c'est pas pour faire chier l'humain qui est en vacances cette semaine-là. C'est pour des raisons qui sont tout au-dessus de nous autres, puis ça me permet de faire un pont vers un truc que j'essaie toujours de positionner rendu au printemps quand on approche. Je trouve ça drôle de te dire ça pendant qu'il neige à plein ciel, puis c'est comme la troisième giga bordée de neige à Québec depuis 2 semaines, mais ça reste qu'on est au printemps. Je pense qu'il y a d'autres régions qui sont déjà dans cette réalité-là, mais faut faire attention à nos sentiers au printemps, puis je le répète à chaque année, puis je veux pas avoir l'air moralisateur, je veux pas avoir l'air de taper sur des doigts parce que on a un sport qui est en extrême augmentation de son nombre de participants. Je pense que les dernières études, c'était 1000% d'augmentation par année au Québec en ce moment sur le nombre de personnes qui se mettent à ce sport-là, puis c'est magnifique, on aime notre sport, puis tant mieux s'il y a plus de monde qui le pratique. Par contre, des nouvelles coureuses, des nouveaux coureurs de sentiers, ça amène peut-être une méconnaissance sur le fait que pendant la période de dégel, on va pas dans les sentiers. Puis les parcs nationaux vont aller fermer des sections, les parcs régionaux, les centres de ski, peu importe, ceux qui opèrent des systèmes de sentiers vont mettre de la réglementation. Faut la respecter, mais je sais que la majorité d'entre nous, aussi, on fréquente des endroits qui sont pas des sentiers organisés, qui sont pas des réseaux de sentiers gérés par la CEPAC ou autre. Dans tous les cas, évitons les sentiers au printemps. Si tu vas dans ton sentier préféré, puis que la neige est molle, que ton pied passe à travers, puis se rend sur le sentier, c'est le temps d'aller faire tes intervalles sur route. C'est une période qui est plate, mais moi, je dis tout le temps, c'est une belle opportunité pour aller travailler, justement, des intervalles sur route, des run tempo, d'aller découvrir des routes de campagne, des routes de sentiers, pas des sentiers, mais des routes de gravier qui vont se trouver dans des réseaux un peu plus rurales, puis c'est vraiment des endroits le fun à courir aussi pour un autre type d'entraînement. C'est le temps de diversifier un peu avant de retourner en sentier. Laissons le temps au sentier de justement se régénérer parce que ce qu'on va voir souvent, c'est que à la fonte des neiges,
la glace, la bouette, quand ça se mélange, c'est en plus, il y a des coureurs qui passent, puis après ça fait des giga trous de bouette, puis les gens se mettent à contourner la boue. Je sais, les coureurs de trail, on aime ça sauter dedans pieds joints, mais il y a des randonneurs qui passent, il y a des coureurs qui vont les éviter, mais ça fait qu'on élargit le sentier, puis le single track devient un double track, puis c'est toutes des choses qui sont pas bonnes pour notre sport, puis on fait ce sport-là parce qu'on aime donc bien la nature, fait que protégeons-la. Fait que je me permettais l'aparté, je sais pas si c'était quelque chose à rajouter sur le sujet, mais je trouve que c'est important de respecter ces règles-là, au même titre que quand la CEPAC te dit visiter tel sentier est fermé au Mont-Albert, au Mont-Jacques-Cartier, c'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'il y a une raison scientifique derrière ça qui est tout à fait valable. Ouais, non, je pense que t'as vraiment bien fait le tour du sujet, là. Je saurais pas quoi dire de plus. La minute moralisation est faite. Revenons à nos moutons. Non, je niaise. En ce moment, là, tu prépares ton projet de maîtrise. C'est vraiment intéressant. J'ai quasiment le goût de te dire, on se reparle dans une couple d'années quand ça sera fait. Bon, on va sûrement se reparler, nous, se croiser dans des événements, mais je veux dire, on revient sur ce sujet-là parce que je trouve ça intéressant de faire une partie 2 au podcast puis explorer ce que tu auras découvert dans ton rôle de détective dans les Chic Chocs. Avant qu'on termine, parle-nous de ton espèce préférée. OK. Mon espèce préférée, c'est une créature qui est légendaire. Ça s'appelle le bottriche. OK. J'invite tout le monde à chercher ça sur Internet. Le bottriche, ça s'écrit avec un Y. Ça ressemble à comme une minuscule fougère primitive. Puis il y en a beaucoup dans le parc du Bic, mais à 2 reprises, j'en ai trouvé en Gaspésie. Puis c'est des espèces qu'on n'arrive même pas à identifier. Tu sais, comme là, on a identifié le bottriche, comme le genre bottriche, mais on n'arrive pas vraiment à aller plus loin que ça des fois parce que c'est assez flou, là, la limite entre les espèces. Fait que les bottriches, dans ma tête, ça a toujours été comme des petits lutins magiques. Je les considère même pas comme des plantes, en fait. Ben, je regarde plus l'écran parce que je suis allé faire la recherche dans mon autre écran, puis c'est vrai que c'est vraiment particulier. Ouais. Il faut vraiment fouiller dans l'herbe pour les trouver, là, comme ça se voit pas au premier regard. OK, vraiment intéressant. Donc, le bottriche, B-O-T-R-Y-C-H-E, allez voir ça, les gens. C'est l'espèce préférée de notre biologiste en résidence au podcast, Juliane Fizette. Avant qu'on passe aux questions éclairnac, puis on va venir taper sur ton côté très compétitif, t'as remporté la Racine d'or il y a quelques semaines, à la fin du mois de janvier, début février, à Valmorin. C'est la 4e édition du gala. C'était comme à chaque année, c'est la seule catégorie qui est plus compétitive dans le sens où c'est par rapport aux performances, mais encore là, le jury se permet d'évaluer au-delà de la performance, plus c'est quoi cette première saison-là des candidatures. T'es reparti avec la Racine. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça t'a-tu fait plaisir de recevoir ce bout de bois-là? Ouais, c'était vraiment un honneur, là. Ça m'a full impressionnée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, dans ma tête, comme le gala de la Racine d'or, c'était toutes les personnalités du trail québécois, puis je m'associais même pas tant à un membre de cette communauté-là avant. Quand j'ai su que j'étais nominée, ça m'a vraiment surpris parce que je savais même pas qui m'a nominée, puis à ce jour, je sais toujours pas qui m'a nominée. J'ai demandé à tout le monde que je connais qui fait du trail, puis tout le monde était comme « Ah, bravo, mais non! » Mais félicitations! Puis c'est ça, j'étais même pas sûre d'être présente au festival parce que c'est quand même loin de où est-ce que je suis présentement. Mais mon père habite là-bas, donc je m'étais dit, je pourrais aller lui rendre visite en même temps. Faire une pierre deux coups. Voilà. Donc j'ai été, puis là, ben, en fait, c'était pas juste ça aussi qui m'a convaincue. Mélodie, elle m'a écrit, elle était comme, tu vas-tu venir? Puis là, j'étais comme, si elle me le demande, peut-être que c'est important. Fait que là, j'ai hyper calé. Puis c'était vraiment le fun comme soirée. J'ai vraiment adoré parler à tout le monde. Puis ouais, je pensais vraiment pas que mes performances valaient une Racine d'or. Ben, clairement, parce que c'est un jury qui s'est penché sur la question. Puis, on le dit souvent avec la Racine d'or,
la personne qui repart avec le bout de bois, c'est flatteur, mais on est vraiment là pour célébrer toutes les personnes qui sont nominées. C'est une 60aine de personnes qui étaient nominées, donc je tiens quand même à les mentionner parce que dans la jeune pousse, on avait toi, mais on avait Laurence Beauchemin, Andréane Cloutier, Philippe Poulain et Jeanne Carrier. Donc tous des jeunes athlètes qui ont eu une saison éclatante. Puis c'est ça, le but de la Racine d'Or, c'est de mettre en lumière des histoires, mettre en lumière des humains avant la performance, avant le côté compétitif du sport, puis vraiment juste promouvoir notre sport à travers ça. Puis je pense que notre sentiment de communauté vit à travers aussi ce genre d'événement-là. Puis c'est important des fois de se rappeler que oui, c'est un gala, mais on le répète toujours, la remise de prix, c'est juste un prétexte pour faire un événement de trail en plein hiver, tu sais. Ouais, exact, ça me garde motivée, là. Ben, félicitations pour ça. Ben, merci beaucoup. Je le disais, on arrive à la fin de l'entrevue, le moment où on a les questions éclair NAC, 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Je sors mon chrono, puis tu me dis quand t'es prête. Je suis prête. OK, c'est moi qui n'ai pas prêt, là. Là, j'ai le chrono. OK, parfait. Donc, 3, 2, 1. Route ou trail? Oh. Hiver ou été? Été. Des plus ou des moins? Des moins. Bouette ou slush? Bouette. Question NAC, arachide ou amande? Amande. Feuillu ou conifère? Conifère. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Technique. 50K ou 50 000? 50K. Chic-choc ou percé? Chic-choc. Oh shit, 18 secondes! Faudrait que je vérifie, mais je pense que dans les catégories en Zoom, en virtuel, parce que moi, il faut que je sépare mes catégories, parce que là, en vrai, c'est plus rapide. Mais je pense que 18 secondes, c'est dans les meilleurs chronos qu'on a eu. Félicitations! Merci. Mais j'avoue qu'il y en a que, tu sais, j'ai dû trancher, mais en fait, la réalité n'est pas autant tranchée, là. As-tu aimé l'effort, hein? Feuillu ou conifère, je suis allé dans ton champ d'expertise. C'était quoi ta réponse? J'ai même pas eu le temps de l'écouter. J'ai dit conifère. OK. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Je les trouve beaux. C'est quoi ton conifère préféré? Je dirais que c'est le pin gris. OK. Il ressemble à un petit bonsaï perché sur un cap de roche. Puis on retrouve ça dans quel coin, quelle région? Il y en a beaucoup le long du fleuve, admettons, sur les Caps Rocheux, sur la côte nord. Il y en a aussi dans le coin de Kamouraska, quand même beaucoup sur les Caps Rondes. Ouais, il y en a pas en Gaspésie. OK. Est-ce que tu as pu déceler c'était quoi l'essence de bois de ta Racine d'Or? Non, j'ai pas fait d'analyse moléculaire. Parce qu'ils sont peinturés en or, faut le dire, mais à la base, ce sont des arbres qui malheureusement nous ont quittés, qu'on a récupérés, qu'on a transformés en trophées. On exclut la personne qui parle, mais bref, faudrait dans le futur être capable de l'identifier, de le dire aux gens, voici ta Racine d'Or, ceci est un pin gris. Donc, voilà. J'ai une dernière question, puis tu vas voir, c'est niaiseux comme question, mais souvent, je termine l'épisode ou je le mets dans la description de l'épisode vers les liens médias sociaux des gens pour qu'ils puissent suivre l'invité si la personne leur a parlé puis ils se disent, bon, ben ça me tente de suivre Juliane. J'ai vu que ton handle Instagram, c'est Salamandre Improbable. Attends, je vais le redire. Attends. Salamandre Improbable. Pourquoi? Quand j'ai commencé à faire de la biologie, je m'intéressais beaucoup à l'herpétologie, qui est l'étude des reptiles et amphibiens. Fait que là, j'avais travaillé pendant un été comme naturaliste herpétologique dans un camp. Puis j'ai pas mal ramassé des salamandres pendant tout l'été. C'était pas mal ça, ouais. J'ai comme eu une phase où je tripais vraiment sur les salamandres. J'adore. Puis c'est à ce moment-là que j'ai choisi mon nom sur Instagram. C'est malade. Fait que si vous voulez suivre Juliane sur Instagram, c'est instagram.com/salamandre improbable. Yes. J'adore. Écoute, fallait que je le demande. Je me disais, c'est sûr qu'il y a une bonne raison derrière ça. Puis ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu. Puis j'adore ça. Moi, ce genre d'humour-là ou de... Tu sais, c'est ça le nom, mais on n'a aucune idée pourquoi. Ça me fascine beaucoup. Donc voilà, la dernière question fatidique est posée. Merci beaucoup, Juliane. On termine sur cette niaiserie-là, ma question niaiseuse. Mais ça a été vraiment une discussion hyper intéressante. Je sens que j'ai appris. Je sens qu'on pourrait faire 3 épisodes sur ce sujet-là parce que c'est vraiment intéressant. Tu sais, je veux dire, je pense que les gens qui pratiquent le sport, moi en tout cas, ça me fascine l'endroit où on court. On fait ce sport-là parce qu'on aime être en nature. Puis c'est toujours important de se rappeler qu'il faut la protéger, cette nature-là, mais c'est le fun aussi la comprendre
Puis j'ai l'impression que j'ai appris aujourd'hui. Donc quand je serai au Chic-Choc, quand je serai devant ces roches rouges, orangées là, je comprendrai ce que c'est un peu plus. Donc merci beaucoup de ton temps, Juliane, ça a été vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. J'ai pu parler de mes 2 sujets préférés, la biologie et le trail. Et voilà, exactement. Donc, surprends-toi pas si l'année prochaine, sur une ligne de départ, pendant une course, pendant la bière d'après-course, les gens viennent te voir et te posent des questions aussi sur la biologie. Hein, au 42e kilomètre, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'était? Non? Ça va me faire plaisir. Voilà, exact. T'es rendu notre biologiste en chef de la communauté trail. Donc, voilà. Merci beaucoup, Juliane. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je dis aussi merci à mon ami Fred Desroches pour le thème musical. Merci à la belle gang de NAC, qui est le partenaire officiel du podcast. Merci à Noctem. Moi, j'avais une moustache cassis, une sour au cassis que j'ai adorée. Toi, ta bière, comment elle était? Elle était délicieuse. Je l'ai pas encore terminée, mais Ça passe le test? ça passe le test définitivement. C'est la première fois que j'écoutais. J'ai adoré. Très fort. Fait que si on passe dans le coin de Rimouski, on aura une adresse à rajouter parce que un petit croche à faire pour aller goûter ça. Définitivement. Voilà. Ben merci Liane puis à tout le monde. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.